Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir Dune Imperium. Dune Imperium est un jeu, un Eurogame de niveau intermédiaire dont le thème est basé donc sur le livre de science-fiction Dune ou sur le film de David Lynch pour ceux qui l'ont vu et sur le film de Denis Villeneuve à venir pour ceux qui vont le voir à la rentrée scolaire 2021. Dans ce jeu, nous allons essayer d'augmenter notre influence dans les 4 guildes qui sont sur la planète Arrakis, planète des sables, la planète des épices. Et cette influence qui va monter seront nos points de victoire, comme vous allez le voir. La mécanique de base, c'est du deck building, donc nous avons tous un deck de cartes, et de la pose d'ouvriers, donc nous avons tous des ouvriers. Alors je vous en mets 3 parce qu'on a 3 dans le jeu, mais en fait on commence avec 2 et le 3e faudra aller se le gagner. Comme souvent dans les poses d'ouvriers, on a plus d'ouvriers, mais il va falloir aller les gagner, en tout cas en cours de partie. Donc c'est toujours pareil, hein, du deck building, donc on a un deck de cartes, au début de chaque manche on en prend un certain nombre, 5 dans ce jeu. On va jouer toute notre manche avec les cartes qu'on aura pris. Quand on aura joué toutes nos cartes, elles partiront en défausse, et puis on recommence la manche suivante, on reprend des cartes, puis quand on n'a plus de cartes qu'on peut piocher, on reprend toute la défausse, donc les cartes qu'on a jouées aux manches précédentes, on remélange, on repose ici, on repioche des cartes. Je vous le fais très vite, c'est du deck building, c'est classique, et bien évidemment dans ce jeu, comme dans tout jeu de deck building, on va pouvoir modifier les cartes qu'on a en main, puisqu'en début de manche, on commence tous avec les mêmes 10 cartes hein, dans notre deck. Il faut savoir qu'évidemment, au cours de la partie, on pourra virer des cartes définitivement de notre deck, et évidemment, et surtout, en gagner de nouvelles, avec des pouvoirs plus puissants et très variés, de façon à construire un deck en fonction de notre stratégie et des pouvoirs de chaque carte. Alors il faut savoir que la mécanique de pose d'ouvrier et de deck building est directement liée, parce qu'en fait, comme vous allez le voir, quand on joue notre tour, au cours d'une manche, on va jouer une carte obligatoirement, systématiquement, on va jouer des cartes à notre tour. Et cette carte, elle va nous servir à poser nos ouvriers. Et oui, on ne peut pas poser d'ouvriers sur le plateau principal pour déclencher les actions de nos ouvriers, qui s'appellent dans le jeu des agents. On ne peut pas déclencher si on n'a pas joué une carte en même temps. Vous allez voir la mécanique, mais les deux sont liés. Mais comme vous verrez aussi, on a une phase dans la manche où on va pouvoir jouer des cartes uniquement pour la carte. Et oui, donc chaque carte a 2 usages possibles, mais par contre, au cours d'une manche, il faudra choisir. Si vous jouez une carte pour poser un ouvrier, vous ne l'utiliserez pas en tant que tel, en tant que carte. Et vice-versa, si vous la gardez pour la jouer pour son pouvoir de carte, vous allez voir comment ça marche, vous ne la jouerez pas pour vous aider à poser un ouvrier. Donc il y a un choix à faire sur chaque carte, à chaque manche, comment vous allez les utiliser. Ça, c'est le petit twist, on va dire, de Dune Imperium. C'est sympa, c'est vraiment intrication entre pose ouvrier et deck building. Alors dans ce jeu, vous avez aussi de la gestion de ressources, assez classique. Les ressources sont de 3 types, en fait. Vous avez de l'argent, qui sont les Solari. Alors c'est tout simplement des disques en bois, comme ça. Hein. Ça, c'est un Solari, ça, c'est 5. Vous avez des épices. Alors les épices, c'est pour ceux qui connaissent Dune, donc c'est vraiment la matière que tout le monde essaye d'avoir dans l'univers. Donc 5 épices, et puis ça c'est une épice. Et enfin vous avez de l'eau qui est assez importante, c'est une planète désertique, hein, donc vous avez des jetons eau. Donc là vous avez les 3 ressources du jeu, l'argent, les épices et l'eau. En sachant que en plus, on ne peut pas vraiment appeler ça une ressource, mais néanmoins chaque joueur va posséder des cubes. En nombre limité bien sûr, et en fait ces cubes ce sont nos troupes, parce qu'il y aura des conflits sur la planète, on va pouvoir envoyer nos troupes pour gagner les conflits, vous doutez bien que ça va nous rapporter des petites choses. Donc en gros c'est comme ça que va marcher le jeu. Deck building, pose d'ouvriers, on déclenche des actions grâce à nos cartes, grâce à nos ouvriers, on gère ses ressources, on va faire quelques combats, et tout ça pourquoi? Pour monter sur la piste de points de victoire qui est l'influence sur les 4 guildes du jeu. Alors voilà le plateau principal de Dune Imperium, il n'est pas très grand, c'est un assez petit plateau. Alors ici vous avez la piste de points de victoire, en fait ce petit symbole là, dès que vous le verrez apparaître dans le jeu, vous gagnez des points de victoire. Alors on a chacun un jeton qu'on vient mettre ici, et puis qui va pouvoir monter. Alors il faut savoir d'ailleurs que ce jeu, les joueurs vont pouvoir déclencher à la fin de partie. Si un joueur atteint 10 points de victoire, donc on fait pas beaucoup de points de victoire dans ce jeu, si un joueur atteint 10 points de victoire, à la fin de la manche, la partie est terminée. Donc j'ai bien dit, il faut avoir 10 points de victoire en fin de manche. Si un joueur les a, c'est terminé pour la partie. Néanmoins, comme vous allez le voir, il y a aussi un timer, c'est-à-dire qu'une partie de Dune Imperium ne peut pas durer plus de 10 manches. Donc maximum 10 manches, c'est un timer, mais éventuellement moins si un joueur arrive à 10 points de victoire avant les dimanches. Alors vous retrouvez les points de victoire ici, alors ce n'est pas pour rien, c'est qu'en fait ça ce sont les 4 guildes, hein, donc les Fremen, les Bene Gesserit, la guilde spatiale et l'empereur. Alors bon, pour ceux qui connaissent encore une fois l'histoire, ça leur parle, sinon pour les autres non, mais ce n'est pas très grave.
Bon, parce qu'il faut avouer qu'il y a une ambiance, c'est vrai, le matériel, les jolis dessins sur les cartes amènent une ambiance, mais enfin le thème de Dune en lui-même, personnellement, je ne l'ai pas vraiment ressenti. Hein. J'ai vu le film, j'ai pas lu le livre, mais enfin de David Lynch, mais bon, le thème, c'est pas très grave, parce que je vous dis, l'ambiance est quand même là. Hein. C'est pas du tout un Eurogame froid, absolument pas, comme j'ai pu en rencontrer. J'ai pas vraiment vécu le thème, mais par contre, l'ambiance y était, donc je suis content. C'est un jeu qui m'a plu. Donc en tout cas, vous voyez, on met un cube ici, pourquoi? Parce que tout simplement, regardez, on va pouvoir progresser 1 niveau, 2 niveaux, 3 niveaux, 4 niveaux, 5 niveaux, 6 niveaux. Vous vous doutez bien qu'on va gagner un point de victoire ici en influence et que là, on a des cadeaux. Donc on va pouvoir progresser comme ça sur les 4 guildes et tout simplement monter notre influence. Je dis que c'est ce qu'on essaie de faire et ainsi monter aussi en point de victoire. Alors je vous ai mis des jetons là avec les symboles des guildes, c'est pas pour rien. Il y a aussi un point de victoire dessiné dessus, un point d'influence. Vous verrez dans un instant à quoi ça sert. Bon, il y a aussi un joli petit jeton premier joueur. Alors, le premier joueur est tiré au hasard puis après il tourne dans l'ordre des aiguilles d'une montre, hein, tout simplement. Alors sinon sur ce plateau, toutes les cases que vous voyez ici, alors là à chaque fois on a 2 cases qui sont reliées donc à une guilde, mais les cases qui sont ici aussi sur la planète et les cases qui sont ici, hein, au niveau du conseil et de Chaume, je sais plus ce que c'est, peu importe. En fait, ce sont juste des cases de pose d'ouvrier. C'est-à-dire que si je fais cette action-là, je viens poser mon ouvrier là, et voilà, je fais cette action-là qui est bloquée jusqu'à la fin de la manche. Et après, je vais faire une autre action ici. Alors évidemment, au début, on n'a que 2 ouvriers, donc on fait deux tours à chaque manche, en sachant que néanmoins, vous allez voir avec nos cartes, c'est tout l'intérêt, et ben on va pouvoir faire beaucoup plus que juste boum, je pose, je fais une action. C'est tout l'intérêt, c'est les cartes et notre deck building, pose d'ouvrier et deck building mêlé qui vont pouvoir faire que chaque action que l'on fait est évidemment tout à fait optimisé comme vous allez le voir. Donc toutes les cases ce sont les zones de pose d'ouvrier, donc on a quasiment tout vu, on a juste cette petite zone. Alors en fait c'est il y a 4 garnisons, ce sont les cercles là où chaque joueur va mettre au fur et à mesure de la partie des troupes qui sont donc nos cubes, en nombre limité hein, mais bon il y en a quand même pas mal, donc on va pouvoir mettre nos troupes et vous verrez en cours de partie on va pouvoir aussi enlever nos troupes de la garnison, donc c'est symbolisé par ces cercles pour les mettre dans la zone de conflit et tous les joueurs vont pouvoir faire ça. Alors en fait ça pourquoi? Parce que la façon dont s'organise le jeu, ça va être que au début de la manche, on va donc piocher 5 cartes pour avoir notre main de cartes pour cette manche-ci. Et ensuite, on va entrer dans les tours de jeu, c'est-à-dire c'est à moi de jouer, je pose un ouvrier, je joue une carte, comme on va voir ça en détail. Bref, tous les joueurs vont faire leur tour. Quand on aura tous joué nos cartes, nos ouvriers, qu'on aura fait absolument toutes nos actions, on va résoudre les combats. Donc, ils vont se situer ici, en fonction non pas des troupes qu'on a dans la garnison, mais celles qu'on aura amenées ici. Donc vous allez voir comment cela fonctionne, mais on a un jeton qui est comme ça qu'on met ici, et là, en mettant des troupes ici, on va pouvoir monter notre puissance militaire. Tout ça, c'est uniquement pour la fin de la manche. Du coup, quand on aura tous fini nos actions, on va résoudre les combats, et en fait, chaque joueur au cours de la manche va avoir réussi à se créer une force militaire hein, d'un certain niveau. Il va mettre le marqueur ici, et vous doutez bien que celui qui est le plus haut, ben, tant mieux pour lui, il aura un cadeau. Et à la fin de la manche, par contre, tout ça, ça retourne à 0, ça dégage, comme vous allez le voir, et la manche suivante, il faut recommencer à recréer un conflit en ramenant des unités. Donc le jeu va se jouer comme ça à chaque manche, dans la phase de pose d'ouvrier, jouer les cartes, construire son jeu, deuxième phase combat, où on amène des troupes ici pour avoir des cadeaux. Alors, on n'est pas obligé de gagner le conflit, hein, c'est pas du tout obligatoire, ça dépend un petit peu. Alors, un conflit... Qu'est-ce que ça apporte? Eh bien, ça apporte des cadeaux qui sont donnés par des cartes que je vous montre ici. Alors, on a des cartes de niveau 1, de niveau 2 et de niveau 3, alors, et qui vont crescendo. Hein, donc, on va les mettre 1, 2 et 3. Alors, on ne les met pas toutes. Hein, là, je les ai tous posées, mais en fait, on n'en met que 10. Et au passage, c'est ça le compte tour. Pourquoi? Parce qu'en fait, en début de manche, j'en retourne une. Ici, vous avez, on va le voir en détail, mais vous avez 3 lignes qui vous indiquent les 3 cadeaux en fonction de la place numéro 1, numéro 2, numéro 3, de la puissance militaire en fin de manche. Et à chaque manche, donc, hop, je retourne et j'ai 3 nouveaux cadeaux. Bon, les cadeaux vont, je le répète, crescendo, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et en fait, au passage, ça, c'est le timer. C'est-à-dire qu'on aura 10 cartes à chaque partie. Si personne n'arrive à 10 points, mais qu'on a passé les 10 cartes, donc on a fait 10 manches, parce qu'il y a une carte par manche, et bien la partie se termine. Alors il faut bien savoir qu'en fait au début de chaque partie on va mettre toutes les cartes niveau 3, celles qui sortiront en dernier, il y en a 4, on mettra que la moitié des cartes niveau 2, c'est-à-dire des cartes, il y en a 10, des cartes niveau 2, et on va en mettre que 5, donc il y a de la rejouabilité, parce qu'on n'aura pas les mêmes à chaque fois, et pour les cartes niveau 1, on en mettra qu'une seule parmi 4. Donc pareil, il y aura bien de la bonne rejouabilité. Donc ça fait qu'au total, vous avez 10 cartes. Et il faut surtout pas perdre de vue, dès votre première partie, qu'en fait, les cartes niveau 3 que je vais vous montrer, mis à part une qui est celle-là, les cadeaux à chaque fois c'est 2 points de victoire, 2 points de victoire, 2 points de victoire. Alors vous verrez comment ça marche, mais il faut bien comprendre que 3 des 4 cartes niveau 3, c'est 2 points de victoire. Vous avez vu combien on fait de points de victoire? Donc 3 x 2, 6, c'est monstrueux. Hein, donc c'est 60% du nombre de points pour arrêter la partie. Donc soyez prêts pour les cartes niveau 3 militairement.
Alors, je vous conseille d'ailleurs de suivre l'aide de jeu qui est comme ça pour pas oublier des étapes dans l'ordre de la manche, mais cette aide de jeu est au dos d'un personnage, parce que ce jeu est asymétrique, nous allons tous jouer un personnage qui va avoir 2 pouvoirs différents, et évidemment pour chaque personnage c'est différent, hein, c'est asymétrique. Alors vous avez des personnages qui sont plus ou moins faciles à jouer, et ça c'est indiqué par, je vais arriver à vous les mettre dans l'ordre, par les petits points qui sont ici. Voilà, ça c'est des personnages faciles à jouer, il y a qu'un point, vous voyez, j'en ai 4, ça c'est plus difficile à jouer, il y a 2 points, hein, j'en ai 2, et puis vraiment les plus difficiles à jouer, 3 points en fonction évidemment des bonus qu'ils vous apportent, parce que comme dans tout jeu asymétrique, quand on a chacun des pouvoirs différents, il va falloir user et abuser de ses pouvoirs, hein. C'est un avantage sur les autres vont le faire, donc si vous le faites pas, vous mettez une épine dans le pied. Donc ça c'est bien sympa, j'aime bien, puis après ça sert juste à poser son deck à côté là, et ça défausse ici, hein, c'est tout simple, et on fait tourner le deck autour de ça, mais surtout ne pas perdre de vue ces personnages et ces départs asymétriques. Allez, rentrons dans le détail du jeu. Alors, quand au début de manche, je vous ai dit, on va avoir un deck. Au début, il sera 10 cartes, mais après, il pourra être plus gros ou plus petit, ça dépend de ce qu'on fait. Et j'en prends 5. Et donc, je vais avoir mes 5 cartes en main. Ça, c'est la première chose. Ensuite, donc tous les joueurs font ça. Ensuite, on prend le tas conflit, on retourne la carte suivante et on découvre les cadeaux qu'il y aura en fin de manche pour ceux qui auront amené ici le plus de troupes et qui auront été les meilleurs sur la piste conflit, sur leur puissance militaire. Alors ça, je vous le détaillerai après, mais c'est très simple. Vous voyez, vous avez une première place, une deuxième place, une troisième place en fonction de la force militaire, et les cadeaux sont pas les mêmes. La troisième place ne marche que si on joue à 4 joueurs. Si on joue à 3 joueurs, on oublie ça, on ne regarde que les 2 premiers cadeaux. Si on joue à 2 joueurs, des règles particulières, et il y a un mode solo avec des cartes spéciales pour le mode solo, etc. Donc qui est quand même bien travaillé. En tout cas, début de manche, mettons à 3 ou à 4 joueurs, je retourne la carte, on connaît les cadeaux de fin de manche, donc du coup, peut-être que les cadeaux, bon, ils vous intéressent moyen, du coup, vous n'allez pas trop jouer le combat, tant pis, en fin de manche, ici, vous ne vaudrez rien, vous combattrez pas, vous en foutez, mais par contre, vous allez faire bien d'autres choses. Donc ça, c'est un choix qu'on fait d'entrée de jeu en début de manche, en fonction des cadeaux qui sont ici, en fonction de la configuration de la partie, on va se décider si dans cette manche-ci, on va jouer beaucoup de militaires pour être très devant, parce que ce cadeau-là nous intéresse énormément, ou si au contraire, bon, les cadeaux, c'est pas mal, mais bon, c'est pas forcément indispensable pour vous, et vous allez peut-être plutôt essayer de faire d'autres choses sur le plateau, et pas trop vous concentrer sur le militaire. En tout cas, on va tous avoir 5 cartes en main, et on sait les cadeaux de la fin, on fait déjà dans notre tête notre choix de notre investissement militaire pour cette manche ou pas, et ensuite la partie commence où on va tourner chacun de notre tour et on va faire une action à notre tour. Alors à mon tour, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je vais jouer une carte, ça c'est sûr, hein, parce qu'à chaque fois à son tour, on joue des cartes, c'est certain. Donc je vais jouer une carte. Une carte, je vais pouvoir la jouer pour 2 choses différentes. Soit les petits symboles ici et ce qu'il y a dans le cadre gris ici, soit pour ce qui est écrit, le bonus qui est écrit en bas. Si à cette manche-ci, je veux poser un ouvrier pour aller faire l'action d'une zone de pose d'ouvrier, il va falloir que je pose une carte en utilisant sa zone supérieure. Donc pour cette manche, je perds son cadeau de la zone inférieure. Et il va falloir que je pose mon ouvrier dans une zone de pose qui correspond au symbole que j'ai là. Par exemple, ici, vous voyez, j'ai les 3 symboles, hein, l'hexagone, le rond bleu et le triangle. Et bien, si je joue cette carte-là, je vais pouvoir poser mon ouvrier dans ces zones-là triangle, ça c'est bon, dans ces zones-là bleu, ça c'est bon, et dans toutes ces zones-là, parce que c'est bon, et là aussi. Bon, vous me dites, du coup, je peux le poser partout. Non, pas du tout, parce que toutes ces zones-là, ici, regardez, le symbole, c'est le symbole de la guilde à chaque fois pour aller faire ses actions, et regardez, par exemple, cette carte-là, hop, elle me sert à aller poser un ouvrier sur l'action d'une des guildes. Donc ça, c'est la première chose à voir. Si on utilise notre carte comme ceci, on va sélectionner là où on le place, on va pouvoir voir, et on prend éventuellement ce bonus ici. Alors vous voyez, ce bonus-là, c'est détruisez cette carte. Cette carte, on la joue qu'une fois dans notre partie. Après, elle sort du jeu. Là, vous voyez, il n'y a pas de bonus, on peut envoyer que dans les bleus. Et là, cette carte-là, on ne peut pas l'envoyer parce que vous voyez, vous n'avez pas de symbole, donc vous ne pouvez pas envoyer d'ouvrier, ce n'est pas de bonus, donc ce sera que pour son bonus en dessous. Alors du coup, vous me dites, ok, alors le bonus en dessous, c'est quoi? Eh bien, à mon tour, je peux décider de ne pas envoyer d'ouvrier, de prendre, mettons, toutes les cartes qui me restent en main, pour leur bonus du dessous, uniquement, mais toutes celles qui me restent en main. Donc vous avez bien compris, si je fais ça, j'ai fini ma manche. Ça, c'est ce qu'on appelle une phase révélation. Si je joue un agent, c'est-à-dire un ouvrier, que je joue qu'une seule carte en liaison avec cet agent, cet ouvrier, je fais une phase agent. Si à mon tour, je dévoile toutes les cartes qui me restent dans mon jeu pour le bonus qui est en bas de la carte, vous verrez à quoi ça sert, je fais une phase
révélation. Vous pouvez tout à fait faire une phase révélation alors qu'il vous reste des ouvriers. C'est tout à fait possible, mais vous ne jouez plus dans la manche. Donc à cette manche-ci, les ouvriers qui vous restent ne seront pas utilisés. Ça peut arriver, c'est un peu dommage, mais ça peut arriver. Donc vous allez voir, cette phase révélation, en fait, elle va vous servir essentiellement à gagner des cartes. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que c'est un jeu de deck building, donc on va gagner de nouvelles cartes. Alors, des cartes, il y en a plein, parce que le tas de cartes dans lequel on va piocher, vous voyez, il est quand même assez conséquent. Et en fait, ça, c'est en fin de manche. C'est-à-dire qu'en fin de manche, quand vous avez posé à chacun notre tour, tous vos ouvriers ou pas, d'ailleurs, selon ce que vous avez choisi, et que vous avez fait votre phase révélation, c'est-à-dire la phase où vous révélez toutes les cartes qui vous restent en main pour leur bonus du bas, et ben c'est à ce moment-là, quand vous faites ça, que vous allez pouvoir acheter de nouvelles cartes. Alors il faut savoir que des cartes, il y en a en permanence comme ça dans une rivière, on va le voir dans un instant, qui sont disponibles. Je vais vous expliquer ça juste après. En tout cas, sur la dynamique du jeu, il faut bien comprendre ça. Quand c'est à mon tour, je joue une carte pour poser un ouvrier, ou je me dévoile toutes mes cartes pour le bonus du bas de la carte, et j'ai, c'est-à-dire celui-là, et j'ai terminé ma manche. Et je vais tout de suite vous dire comment on peut acquérir de nouvelles cartes, c'est quand même plus important. Donc je le répète, c'est à la fin de la manche qu'on peut acquérir de nouvelles cartes à mettre dans notre deck, hein. Donc j'ai joué tous mes ouvriers, j'ai joué toutes mes cartes, pour placer mes ouvriers et en phase révélation pour le bonus du bas de la carte. Je le répète, si vous choisissez ça, cette carte n'aura pas servi à poser d'ouvrier, mais si vous avez choisi la carte pour poser un ouvrier, vous ne bénéficierez pas de son bonus révélation de bas de carte. Et lorsque j'ai fait tout ça, j'ai fait ma phase révélation. À la fin de ma phase révélation, où j'ai révélé les cartes qui me restaient en main, si je le souhaite, je peux acheter des cartes. Alors les cartes, il faut savoir que d'abord vous en avez qui sont toutes pareilles. L'épice doit couler, vous voyez. Ça c'est une carte qui est... elles sont toutes identiques. Il y en a plein, hop. Ensuite, vous avez l'espace plissé qui est ici. Et enfin, vous avez contact d'Arrakis qui sont là. Donc ça, déjà, c'est des tas de cartes identiques. Hein, en dessous, c'est toutes les mêmes. Et qui sont révélées et qu'on peut acheter. Par contre, on a aussi, je vous l'ai dit, une rivière de 5 cartes. Donc on pioche comme ça dans le tas qu'on va pouvoir aussi aller acheter. Tout ça est du très classique. Donc on met les cartes comme ceci. Hop, on les met ici. C'est moi qui joue, j'ai joué toutes mes cartes, j'ai joué mes 5 cartes, j'ai fait ma phase révélation. Bah, comment j'achète? Et ben en fait, les cartes ont un coût qui est indiqué. Alors donc c'est des points de persuasion qui est indiqué en haut. Celle-là vaut 6 points de persuasion, celle-là 1, celle-là 2, celle-là 5, celle-là 2, celle-là 9 et celle-là c'est un peu particulier, on va y venir dans un instant. Donc ça c'est le coût. Et ben comment je sais? Et ben en fait, si vous regardez les cartes, vous avez le même symbole ici. Chaque carte vous apporte des points de persuasion. En gros, si on met un peu de thème, la diplomate, soit je vais m'en servir pour envoyer un de mes agents, évidemment, dans une des guildes, soit je vais m'en servir à la fin de ma manche pour ces points de persuasion pour acheter une carte. Donc mettons que je finisse avec ces 3 cartes-là en fin de manche. Alors au début, c'est pas du tout étonnant parce que je vous l'ai dit, on commence avec 2 ouvriers, hein, 2 agents. On pourra gagner le 3e, mais on en a 2. Donc quand j'ai joué mes 2 agents, j'ai forcément joué 2 cartes pour les placer. Et donc je finis comme ceci. Et là, ce qui se passe, alors là vous avez un petit symbole dont je vous parlerai après, et bien j'ai 1 et 2, en phase révélation, s'il me restait ces 3 cartes-là, je les pose, j'ai 1 et 2 points de persuasion. Alors vous voyez, par exemple, il y en a un ici, parce qu'on peut en gagner aussi autrement. Donc mettons que j'ai 3 points de persuasion en fin de manche, alors c'est des points de persuasion que j'ai gagnés pendant toute ma manche, hein. Et ben je vais regarder, je peux acheter celle-là, je peux acheter celle-là, je peux acheter ces 2-là, parce qu'on peut tout à fait dispatcher sur plusieurs cartes, et je peux acheter celle-là. Donc je choisis une carte que je trouve très bien, je regarde les pouvoirs qu'elle a, je me dis tiens j'achète ces 2-là, et si j'achète ces 2-là, donc elles vont rejoindre mon deck, et immédiatement on remplace. Donc au passage, vous achetez pas les 2 d'ailleurs, vous en achetez déjà une, vous remplacez immédiatement celle que vous venez d'acheter par une nouvelle, et vous voyez si elle vous plaît ou pas, et puis vous pouvez éventuellement, si vous avez assez, acheter une deuxième et mettre ici. Voilà, c'est comme ça que cela fonctionne. Donc tout ça pour dire du coup que quand vous allez jouer, vous allez devoir, au moment où vous jouez, bien réfléchir. Est-ce que je garde ma carte pour la fin de la manche, parce que ça va vous apporter généralement à chaque fois, comme vous pouvez le voir, soit ce symbole-là sur lequel on va revenir, soit des points de persuasion. Donc est-ce que je la garde pour ça, en fin de manche, ou est-ce que je la joue pour aller poser un ouvrier? La question va se poser. En tout cas, en fin de manche, c'est comme ça que l'on fait. Vous regardez les cartes qui vous restent en main, et j'ai bien dit uniquement celles qui vous restent en main. Vous les mettez comme ça, vous regardez combien vous avez de points de persuasion sur toutes les cartes qui vous restent en main, et vous choisissez les cartes que vous rajoutez à votre deck. Et votre manche est terminée. Oui, celle-là n'est pas achetable avec des points de persuasion, j'y reviens dans un instant. Maintenant, ça c'était pour l'explication de l'achat des cartes en fin de manche, mais en cours de manche, quand c'est à moi de jouer, je reviens à la façon dont vont fonctionner les cartes. Si j'ai 1, 2, 3, 4, 5 cartes, mettons, voilà, j'ai mes ouvriers, et je vous ai dit, je vais aller poser mes ouvriers. Et bien, mettons, comme je vous le disais, vous jouez cette carte-là, vous pouvez les poser vos ouvriers n'importe où,
ici, sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 poses d'ouvriers, mais vous ne pouvez pas les poser là. Alors faites bien attention quand vous tirez vos cartes, parce que du coup, quand je tire mes 5 cartes, je vais voir, par exemple, sur mon début de manche, ben là, les actions que je vais pouvoir faire avec mes ouvriers, c'est les actions des guildes, c'est les actions ici, et les actions jaunes, mais vous voyez que je n'ai pas tiré de symbole bleu, là, donc ça veut dire qu'à cette manche-là, je ne pourrai faire aucune de ces 4 actions. C'est un peu embêtant, donc quand vous allez acheter des cartes, comme je viens de vous l'expliquer, attention d'équilibrer un petit peu les couleurs. Si vous n'avez pas beaucoup de bleu, alors regardez dans le deck de départ de tous les joueurs et regardez quelles sont les couleurs que vous avez dans votre deck de départ. Et si vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de bleu, ben, quand vous allez acheter des cartes avec ce petit symbole bleu, parce que sinon vous allez vous bloquer ces actions-là, vous n'aurez jamais de cartes pour pouvoir envoyer vos ouvriers là-bas. Donc c'est la première chose à bien regarder. Ensuite, il y a les bonus. Alors là, vous voyez, en plus les cartes que j'ai prises, il n'y a pas de bonus, qu'à chaque fois c'est gris, mais vous pouvez avoir des tonnes de bonus. Par exemple, cette carte-là, vous pouvez la jouer uniquement pour aller faire une des 2 actions du symbole de l'empereur, quand vous la jouez avec votre ouvrier, mais par contre, immédiatement, elle vous donne 3 Solari, qui est la monnaie du jeu. Hein. Vous voyez, c'est le cadeau gris. Mais comme je vous ai dit, si vous utilisez une carte pour placer un de vos ouvriers, vous oubliez ce cadeau-là. Vous oubliez le point de persuasion, par exemple. Non, non, ça c'est terminé. Pour cette manche-là, ça ne marchera pas. Une autre manche, quand vous l'aurez à nouveau en main, si vous voulez, vous la garderez pour la fin de votre manche. Mais sinon, non. Donc, bref, c'est tout simple. Je pose ma carte, je prends le bonus qui est dessiné dans le cadre gris éventuellement, et je pose mon ouvrier sur les cases qui correspondent au symbole, comme je viens de vous l'expliquer. Donc, il faut faire bien attention à ça. C'est le côté sympa, vous vous retrouverez bloqué, hein, parfois, hein, ça arrive. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de bien construire son deck quand même, hein, faut faire attention. Bien, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors déjà, perdez pas de vue que c'est des points que vous voulez faire. Vous voulez monter ici, il y a une course, des points, des points, des points. Donc cherchez à faire des points. Quelles sont les actions qu'on va pouvoir faire? Alors je vais vous les décrire toutes un petit peu, je vais faire assez rapidement, vous allez voir c'est assez simple. Déjà les actions, vous avez donc le symbole qui est en haut, comme je vous l'ai dit, vous devez jouer une carte avec ce symbole si vous voulez vous y envoyer un ouvrier à ce tour-là. Ensuite, vous pouvez avoir un coût. Alors le coût est indiqué en bas. Par exemple, pour ces actions-là, il faut payer de l'eau. 2 eaux, 1 eau. Si vous ne les avez pas, vous oubliez, vous ne pouvez pas faire ces actions. Attention, cette action-là est un petit peu particulière. Il faut avoir 2 influences dans cette guilde-là. Vous vous souvenez, l'influence, je vous ai dit, on va monter comme ça. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez faire cette action, il faut que votre cube soit au moins là. Vous soyez au moins monté de 2 en influence. À ce niveau-là, sinon vous n'avez pas le droit de faire cette action. Après, quand vous regardez sur cet endroit-là, qui est le conseil de Landstrad, là, vous voyez, il y a beaucoup d'actions payantes en argent. Parce que si vous voulez faire beaucoup d'actions ici, il va falloir avoir de la thune, puisque c'est l'argent qu'on paye. Ici, en fait, c'est une zone de vente d'épices. Donc, il faudra de l'épice pour avoir transformé cette épice en argent. Dans les guildes, en fait, c'est assez simple. Vous avez toujours une action gratuite. Hein. Bon, encore faut-il avoir sur la carte que l'on joue le symbole, évidemment, qui correspond à la guilde pour y poser l'ouvrier. Mais vous n'avez rien à payer. Par contre, vous avez aussi une action payante. Là, chez l'empereur, c'est 4 épices. Là, c'est 6 épices. Là, c'est 2 épices. Ici, c'est 1 eau. Et comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas, quand un joueur a posé son ouvrier à cette manche et a fait l'action, personne ne peut y retourner à cette manche. Hein. L'action est bloquée. Ça, donc, c'est la première chose, c'est le coup. Et n'oubliez pas, surtout, les symboles en haut, parce que si vous ne jouez pas la carte avec le bon symbole, vous ne pouvez pas y poser votre ouvrier. Donc, ensuite, on gagne des choses, bien sûr. Alors, je vais tout vous montrer, parce qu'au final, c'est vraiment pas compliqué, sauf les petits cubes dont je vous parle à la fin. Là, vous gagnez 1 eau. Là, vous avez le droit de défausser une carte de votre main, de votre défausse, celle que vous voulez, vous la sortez du jeu. C'est comme ça que vous épurez votre deck. Et en même temps, vous tirez 2 cartes de votre deck. Donc vous enrichissez un petit peu votre main, et je vous rappelle que les cartes qui restent à la fin, vous allez les utiliser pour le petit symbole là en bas. Donc c'est bien de faire ça. Donc vous virez une carte, vous épurez votre deck, et vous en gagnez 2 nouvelles. Ici, ce sont les cartes intrigues, dont j'ai oublié de vous parler. Mais je vous en parlais tout de suite. Ce sont des cartes que l'on a en plus, qui sont comme ceci. J'y reviens dans un instant, mais vous allez pouvoir en gagner une. Et si un joueur a 4 cartes intrigues ou plus, il est obligé de vous en donner une au hasard. Donc ça, c'est très bien, parce que ça fait que les cartes intrigues, vous allez voir, c'est tout à fait puissant, mais on va essayer de ne pas les thésauriser, on va essayer de les utiliser, parce que dès que vous en avez 4, il suffit qu'un joueur vienne ici, l'action est gratuite, il en prend une et vous en pique une. Donc si vous en avez 4 cartes intrigues, ça veut dire que vous êtes le dernier à jouer et que personne ne peut aller là après, pour éviter de vous la piquer, et vous allez la jouer pour repasser à 3. Donc ces cartes intrigues, vous allez voir, elles sont très puissantes, mais en tout cas sur cette action-là, n'oubliez pas, on en gagne une, et on peut en piquer une à celui qui en a 4 ou plus, donc on n'aura jamais 4 ou plus. Là, c'est très simple, regardez, c'est ce symbole. Quand vous venez ici, vous pouvez prendre espace plissé. Donc espace plissé, c'est quoi? Regardez, c'est une carte qui vous permet d'aller n'importe où sur le plateau avec votre ouvrier. Par contre, vous détruisez la carte une fois que vous l'avez utilisée. Donc c'est one shot uniquement.
Ensuite, ici, ça coûte 6 épices, mais vous allez avoir 5 cubes, vous allez voir ce que c'est, et 2 os. Donc c'est quand même très bien. Et là, 2 cubes, alors le 2 cubes, vous doutez bien, c'est le militaire. Ça, c'est pour envoyer des militaires. Ça, c'est pour envoyer des militaires. Vous allez voir comment ça marche. Ici, vous gagnez 2 thunes. Ici, 5 thunes, une carte intrigue et 2 militaires. C'est pour, encore une fois, le conflit d'après qu'on verra. Ici, vous pouvez aller piocher une carte. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et vous gagnez le manta. Alors le manta, c'est ça. Hein. Alors il faut savoir que dans Dune, il n'y a plus d'ordinateur parce qu'il y a eu des conflits avec les intelligences artificielles. Donc il y a des humains qui se sont mis à faire fonctionner leur cerveau en gros comme un ordinateur. Ce sont les mantas. Vous le mettez ici. Si vous venez là, vous payez 2 thunes. Vous prenez une carte dans votre deck, donc super, vous avez une carte de plus pour cette manche. Et vous prenez le manta qui vous sera un ouvrier supplémentaire à cette manche. Alors certes, vous avez consommé un ouvrier pour le prendre, vous allez me dire, bah du coup, oui, j'ai quand même que mon nombre d'ouvriers de départ, parce qu'il y en a un qui a été consommé pour pouvoir prendre cet ouvrier-là. Oui, mais d'une part, vous avez pioché une carte, mais en plus, ça vous décale dans l'ordre du tour. C'est-à-dire qu'il y a des chances où vous soyez le dernier à poser un ouvrier, grâce à ça. Et ça, ça peut être intéressant. Donc ça, c'est avoir un ouvrier, entre guillemets, de plus. Ça, c'est pour gagner des armées. Je vous l'ai dit, vous allez voir comment ça marche. Ici, c'est là que vous gagnez votre 3e agent. Il vous coûte 8 thunes, et oui, il faut l'embaucher. Mais après, vous aurez 3 agents à chaque manche, et vous allez donc pouvoir en placer 3. Et là, vous dites, c'est génial. Oui, mais n'oubliez pas qu'on joue avec une main de 5 cartes, et qu'il faut jouer une carte à chaque fois qu'on place un agent. Et que les cartes qui vous restent vous permettront d'acheter de nouvelles cartes, avec ce qui est écrit en bas de la carte. Donc si vous avez 3 agents et que vous les jouez à chaque fois, et bien à la fin de chaque manche, il vous reste plus que 2 cartes pour acheter des cartes. Donc ça devient plus compliqué. Si vous jouez que 2 agents, et ben vous avez 3 cartes à la fin, donc vous avez plus de points de persuasion pour acheter des cartes. Donc il y a un équilibre à trouver. Ici, bon, encore du militaire, mais vous gagnez 1 point de persuasion pour la fin de la manche, quand vous allez acheter des cartes. Ici, c'est un peu particulier, vous ne pourrez y aller qu'une seule fois par partie. Quand vous y allez, ça vous coûte 5, mais par contre, vous mettez un jeton ici, vous avez un siège au conseil, et dorénavant, à la fin de chaque manche, vous gagnerez 2 points de persuasion en plus. Donc vous aurez 2 points de persuasion. Donc du coup, si vous avez 3 ouvriers, 3 agents, qu'à la fin de la manche, il vous reste plus que 2 cartes, bon, bah, moins de points de persuasion pour acheter de nouvelles cartes, mais que vous avez fait ça, eh ben, vous avez peut-être que 2 cartes, mais par contre, vous avez d'entrée de jeu 2 points de persuasion en plus, voire 3 si vous avez amené un Gugus ici. Donc il y a d'autres moyens que d'avoir des cartes en main pour avoir des points de persuasion. Ici, lorsque vous venez, bah, c'est très simple, vous venez ici et vous gagnez 3 thunes. Ici, c'est la vente d'épices, donc vous dépensez 2 épices pour 6 thunes, 3 épices pour 8 thunes, nanana, et 5 épices pour 12 thunes. C'est juste une transformation d'une ressource en une autre. Sur cette zone-là, alors là, ça va être un peu particulier, oui, si on peut dire, mais je vais arriver au combat de toute façon. Ces 3 zones-là vous font gagner de l'épice. Vous en faut gagner 3 épices pour ça, 2 épices ou 1 épice. Ouais, enfin là, ça vous coûte 2 os, 1 eau, pas d'eau. Hein. Alors le thème y est quand même, hein, parce qu'on va chercher l'épice dans le désert, hein, donc il faut de l'eau pour aller dans le désert. Donc comme quoi, mais enfin bon, on regarde moyen. Ici, n'oubliez pas, il faut être à 2 en influence là pour pouvoir utiliser, gagner une armée et une eau. Là, ça vous coûte 2 os, mais vous piochez 3 cartes dans votre deck, donc c'est quand même très bien, notamment pour ces points de persuasion et pour acheter en fin de manche. Ici, une armée et vous gagnez une carte intrigue, mais oui, j'y arrive, vous inquiétez pas. Et là, vous gagnez une armée et vous tirez une carte. Les choses dont je vous ai pas parlé, c'est ce petit fanion là qui est en bas, et ça va être aussi la montée d'ailleurs. Ici, les cartes intrigues et les armées. Donc, je vais y venir tout de suite. Alors, les cartes intrigues, c'est ça. Alors, les cartes intrigues, elles sont de 3 types. Vous avez les complots, vous avez les combats, et vous avez des points de victoire fin de partie, mais il n'y en a pas beaucoup, des points de victoire fin de partie. Je suis en train de regarder, je vais même pas les trouver, vous voyez, mais vous avez des points de victoire fin de partie, je crois qu'il n'y en a que 2 des cartes points de victoire fin de partie là-dedans, hein. Donc vous pouvez tirer des cartes qui seront des points de victoire fin de partie conditionnels, hein. Si vous avez fait ça, prenez 2 points, etc. Sinon, vous avez des cartes donc combat, qui vous serviront en phase de combat, on va y venir dans un instant, et ça peut être des grosses surprises en cette phase de combat. Et enfin, les cartes complot. Alors, les cartes complot, c'est très bien, c'est plein de pouvoirs différents qui vont plus ou moins tricher avec les règles, vous amener des actions bonus, ces cartes complot, et vous les jouez quand vous voulez à votre tour. Soit un tour, vous posez un ouvrier, soit votre tour révélation, où vous montrez toutes vos cartes. En tout cas, vous pouvez jouer à ce moment-là vos cartes complot. Les cartes complot, c'est très puissant. Donc les cartes intrigues, il faut en avoir, comme vous allez le voir dans un instant, en fin de manche, lorsqu'on fait le combat, ça peut faire des grosses surprises et renverser complètement des situations sur le classement. Mais en plus, les complots, là, ça vous amène des super bonus. Vous trichez avec les règles, vous faites différentes choses. Donc, il faut essayer d'en choper. Mais n'oubliez pas, n'en ayez pas plus de 3. Si vous en avez 4, un joueur vient ici, il en gagne une et vous en pique une.
Alors moi j'ai déjà eu dans la partie 4 cartes intrigue, mais plus personne pouvait venir là, parce qu'un joueur était déjà venu, ou alors j'étais le dernier joueur à jouer, donc du coup personne derrière n'allait jouer. Mais mes cartes intrigue, vous allez voir, je les ai utilisées en fin de manche dans la phase de combat, de façon à, pour la manche suivante, retomber en dessous de 4 et pas m'en faire piquer une. Donc ça c'est quand même important. Donc ces cartes intrigue c'est très très important. Il faut jouer avec ces cartes intrigue, c'est fondamental, que ce soit pour les combats de fin, ou que ce soit surtout en complot, pour pouvoir en permanence tricher avec les règles ou choper des bonus, etc. On a que 2 ouvriers, donc il faut jouer les bonnes cartes, choper des bonus en permanence. Il faut vraiment bien optimiser son jeu, ça c'est sympa. Donc ça c'est encore une fois les cartes intrigues, et donc vous avez vu où on les gagne, donc on peut en gagner à différents endroits. Ces petits fanions là, c'est quoi? Et ben en fait, les petits fanions là, c'est, il faudra que je retrouve, là, je vais en retrouver. On les gagne, voilà, par exemple ici. Regardez, vous voyez, vous avez dans les cartes combat un petit fanion dessiné. Quand vous avez un petit fanion dessiné, ça veut dire, vous verrez, hein, celui qui va gagner ce cadeau là en phase combat va pouvoir poser un de ces petits fanions sur un des 3. Alors pas n'importe lesquels, hein, c'est écrit. Vous voyez un petit fanion, puis là il y a marqué bataille pour Arakin. Hein. Donc ça veut dire que Arakin, c'est ici, donc il vient poser son petit fanion ici. Ça veut dire quoi? Et ben, ça veut dire qu'à partir de maintenant, tout joueur, y compris lui-même, hein, qui vient faire cette action, boum, vous gagnez une thune. Là, c'est une thune, et là, c'est une épice. Tout joueur qui vient ici, y compris vous, une épice. Donc ça, c'est quand même très très bien, il faut bien y penser, mais ça se gagne avec les conflits. Pour ces 3 zones-là, vous gagnez donc 3, 2, 1, enfin je vous en ai parlé, mais pas tout à fait. Mais vous voyez, vous avez un petit symbole là à côté. Ça, c'est quoi? C'est simplement qu'en fin de manche, quand on a fini, hein, on va commencer la manche suivante, s'il y a une de ces 3 cases où il n'y a pas eu d'ouvrier d'envoyer, j'ai bien dit uniquement dans ce cadre-là, on va rajouter une épice ici. Et dans une manche ultérieure, un joueur qui viendrait là, il gagne le nombre d'épices indiquées ici, éventuellement le bonus s'il a son petit fanion, et toutes les épices qui ont été accumulées ici. Donc ça, c'est en toute fin de manche, on va venir se rajouter uniquement là où il n'y a pas d'ouvrier. Donc attention, en fin de manche, ne retirez pas les ouvriers tout de suite. D'abord, regardez où il n'y a pas d'ouvrier sur ces 3 cases-là, et venez rajouter une épice uniquement là où il n'y a pas d'ouvrier de poser à cette manche. Les combats. Mais juste avant, un petit point. Je vous ai dit qu'on cherche à monter ici. Bien évidemment, c'est très important. Comment on monte ici? D'abord, dès que vous avez une carte, alors il y en a sur ces cartes-là, mais il y en a aussi comme cadeau de combat. Vous avez ce symbole-là avec une petite flèche vers le haut. Alors parfois, c'est un point d'interrogation, parfois il y a le symbole d'une guilde. Ça veut dire déjà que vous montez d'un cran. Parfois, il y a double flèche. Ça veut dire que vous montez de 2 crans d'un coup. Hein, donc ça, c'est déjà le premier moyen. Alors il y en a, vous voyez, là, vous baissez d'un cran sur une des guildes. Vous baissez d'un cran. Mais généralement, vous voyez là, c'est vous baissez d'un cran, vous payez 2 épices et vous montez de 2 crans sur une autre guilde. Donc ça peut être intéressant. Qu'est-ce qui se passe quand vous montez grâce à ces petits symboles-là? Ou, j'ai oublié de vous le dire, quand vous faites une action ici. Ouais, c'est un oubli et pas des moindres. Parce que quand je viens faire une action ici, je vais avoir les cadeaux qui sont en face et je paye éventuellement, mais en plus, à chaque fois, paf, j'ai mon cube qui monte. Et oui, vous avez fait travailler la guilde, donc votre influence monte dans la guilde. Donc, pour monter ici, je le répète, ces cartes, les conflits, vous verrez à la fin, et quand on vient faire les actions de la guilde, paf, on monte. Et bien quand je monte, ça va être très simple. Quand j'arrive ici, eh ben, c'est dessiné un point de victoire. Je grimpe. Attention, si avec ce genre d'action-là, vous descendez à un moment de la partie, vous reperdez le point de victoire. Bon, si vous remontez, vous le regagnez. Enfin bon, vous n'avez rien gagné, hein, vous avez perdu, vous regagnez. Quand vous allez arriver au 4e niveau, et ça pour chaque guilde, déjà, vous avez un cadeau. Toute personne qui arrive au 4e niveau, tout joueur a un cadeau. 2 armées, 3 thunes, une carte intrigue, une eau. À vous de choisir où vous allez monter. Le premier joueur qui arrive au 4e niveau ici, prend le jeton. Et il est devenu allié, il est en alliance avec cette guilde. Ça a 2 conséquences. La première, un point de victoire. Ça c'est cool. La deuxième, vous avez des cartes qui vous donnent des pouvoirs si vous êtes en alliance avec une guilde. Surtout des cartes intrigues, qui vous disent si vous êtes en alliance avec une guilde, alors vous pouvez faire ça, ça, ça. Évidemment, c'est super, c'est des bonus à votre tour qui sont super. En plus, les cartes intrigues, comme vous avez compris, on les gagne face cachée. Donc les autres ne savent pas ce que vous avez. Ils voient combien vous en avez, mais ils ne savent pas ce que vous avez. Donc ça, c'est bien. Est-ce qu'on peut perdre ce jeton? Oui, vous pouvez perdre l'alliance avec une guilde si un autre joueur vous passe devant. Alors, ça suffit pas de venir à votre niveau, il faut qu'il vous double. Donc moi, dans ma partie où j'avais l'alliance de l'empereur, à un moment, j'ai un joueur qui s'est retrouvé un peu proche, et comme vous avez vu, vous pouvez parfois grimper de 2 coups de 2 niveaux en un coup, je suis monté, hein, pour me mettre juste un petit peu plus loin de lui, pour pas qu'il puisse me doubler et me piquer ça, parce que s'il me pique ça, si j'avais une carte qui me permettait de faire des actions en alliance, je peux plus le faire parce que j'ai plus d'alliance, et en plus, je perds le point de victoire que j'avais avec ce jeton. Donc il y a une petite course là qui est tout à fait sympathique pour les cadeaux, les jetons, les points de victoire et le fait d'être en alliance qui vous permet souvent de faire avec des cartes intrigues d'autres actions. Et les combats, bah oui, quand même. Hein, donc je vous le rappelle, hein, on a fait dans l'ordre
début de manche, on a révélé une nouvelle carte conflit, on a pioché 5 cartes dans notre deck pour faire notre main, on a joué soit une carte pour poser un agent et faire l'action de l'agent, soit on a fini notre manche en révélant toutes nos cartes, en regardant les bonus qu'il y avait en bas et en les appliquant essentiellement, même si parfois c'est un peu différent, mais essentiellement pour acheter 2 nouvelles cartes. Et ensuite on rentre en phase combat. Alors la phase combat, comment ça se passe? Alors en fait, il faut bien comprendre que quand vous posez un ouvrier ou quand une carte vous donne des cubes, cette action-là, cette action-là, cette action-là, on les a vu tout à l'heure, celle-là, celle-là, mais il y a des cartes qui vous donnent des cubes. Quand c'est le cas, immédiatement, vous prenez les cubes de votre réserve, en nombre indiqué, hein, et par exemple, mettons que je sois venu là, donc je paye 4 épices, je gagne 5 thunes, une carte intrigue et 2 cubes. Ces 2 cubes-là, ils vont venir, hop, dans ma garnison. Alors on commence pas à poil, hein. Le tout début de la partie, on en a 3 dans la garnison. Ils vont venir ici. C'est tout? Oui, oui, c'est tout. Mais dès que vous allez sur une case comme ça, avec vos ouvriers, où il y a ces épées en croix, hop, mettons je viens ici pour gagner 2 épices, qu'il y en avait une là, très bien, comme il y a une épée en croix, en plus de gagner les 2 épices, j'ai le droit, si je le veux, de déplacer jusque 2 cubes armés dans la zone de conflit depuis ma garnison. J'ai dit jusque, je peux en déplacer 0, 1 ou 2. D'accord? Ça c'est la première chose. Si vous étiez allé sur, mettons, cette case, qui vous fait gagner 2 cubes, mettons qu'on soit comme ça, je gagne 2 cubes. Comme, vous voyez, vous avez la petite croix des 2 épées, je peux ramener les deux de ma garnison ici, mais en plus, comme c'est une case avec les 2 épées qui me fait gagner des cubes, les cubes que je gagne, je peux les mettre aussi directement en conflit. Autant ici, vous voyez, vous n'avez pas les petites croix là, hein, vous n'avez pas ces petits symboles là, donc les 2 cubes que je gagne là, je suis obligé de les mettre en garnison. Par contre, quand vous gagnez des cubes et que dans la case d'action il y a le petit symbole des 2 épées, vous avez le droit soit de les mettre en garnison, vous pouvez toujours, soit de les mettre directement en conflit. Ou bien 1-1, faites ce que vous voulez. Donc voilà comment on arrive à envoyer des troupes ici, et comment on en arrive ici. Les cubes, garnison, les petites croix comme ça, je peux en mettre 2 de ma garnison ici, et tous les cubes que j'ai gagnés lors de cette action avec les épées en croix, je peux les amener ici. Ça, c'est une première chose. Quand donc on a fini nos phases d'action, évidemment, chaque joueur va avoir un certain nombre de cubes armés dans la zone de conflit, du coup, en faisant ça. Et bien, c'est très simple, c'est indiqué ici. Chaque cube, c'est 2 points de combat. Donc, dans cette situation-là, par exemple, moi, j'ai 4 x 2, 8 points de combat. Toc, et voilà, 8 points de combat. Et pourquoi il y a ce petit symbole épée, là, en bas? Parce que sur nos cartes, regardez, vous avez des cartes, vous les avez vues tout à l'heure, où vous avez un symbole épée que je cherche. Et ben non, c'est dans l'autre tas que j'ai mis sûrement ici. Voilà, excusez-moi. Tac, voilà, regardez, là j'ai un symbole épée. Et bien quand je suis en phase révélation, quand je révèle toutes les cartes qui me restaient en main, mettons qu'il me restait, j'avais calculé qu'il me restait 3 cartes, j'ai joué 2 ouvriers avec 2 cartes, et que j'ai envoyé, donc je le répète, en cours de mes tours, une fois dans une des guildes et une fois dans une action jaune, du coup, hein, c'était comme ça que c'est fait mes 2 tours de manche. 3e tour de ma manche, je fais ma phase révélation, donc j'ai fini de jouer à cette manche. Hein. Je révèle ça, j'ai 1 point de persuasion, je vais pas pouvoir acheter grand chose, bon, si je suis allé là, j'en ai 2, si j'ai mon truc ici, ah, ben, j'en ai 4, donc vous voyez, si vous faites ça, juste avec 1 point, ça marche, donc vous achetez vos cartes, et j'ai 2 épées. Et bien on va regarder, en phase de révélation, j'ai 4 armées, j'ai 8, plus 2 épées, chaque épée ça vaut 1 point, donc j'ai pas 8, j'ai 10. Donc déjà, les cartes là nous rapportent un bonus en combat. Alors soyez vigilants, parce qu'évidemment, quand on fout des armées ici, on voit très bien les armées qu'ont amené les autres, donc on sait très bien où ils vont monter, mais attention, parce qu'en fonction des cartes qui leur resteront en phase révélation, peut-être qu'ils vont se rajouter des épées. Et c'est pas tout, parce que vous avez aussi des épées avec les cartes intrigues. C'est ce que je vous disais, c'est les cartes combat. Par exemple, si vous avez tiré à un tour, à une manche, cette carte intrigue-là, à n'importe quelle manche lors de la phase combat, parce que c'est marqué combat, vous pouvez dépenser 2 épices pour rajouter pas moins de 5 en combat. Donc les cartes combat, quand vous les regardez, là c'est plus 3, où je peux replier jusqu'à 3 de mes troupes. Alors pourquoi? Alors vous allez voir pourquoi, mais replier ça peut tout à fait avoir un intérêt, je peux vous le dire tout de suite, c'est qu'à la fin du combat, qu'on aura résolu, on y arrive, toutes les troupes qui étant engagées ici, elles retournent dans notre réserve. Donc elles ne retournent pas en garnison, hein. Elle retourne à notre réserve. Donc si vous voyez par exemple que vous allez perdre, qu'en fin de compte vous allez rien choper en bonus ou un petit bonus que tout le monde vous est passé devant, ça s'est pas bien passé, et bien grâce à cette carte là, vous pouvez toujours en remettre 3 dans votre garnison. C'est toujours ça que vous aurez gardé pour une manche suivante. Donc c'est pour ça que ces cartes combat, c'est quand même très très bien. Là vous voyez, perdez 3 de vos troupes dans le conflit, bim, 1 point de victoire. Bon voilà, donc il faut regarder, là c'est d'entrée de jeu, bim, 4 en plus, et il y en a une, c'est 7, c'est celle-là que je cherche en fait pour vous la montrer, parce que celle-là, elle a fait très mal dans ma partie. Bah voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si vous avez une alliance avec une faction, donc il faut être allié, et que vous avez 2 épices,
eh bien vous avez plus 7 à votre combat. Alors ces cartes-là sont one-shot, hein, on les garde, mais une fois qu'elles sont utilisées, on les a utilisées. Mais comment ça marche? Parce que vous me dites, ok, j'ai compris, quand j'arrive en phase révélation, je compte mes armées, je fais x2, je compte sur mes cartes comme ça, si j'ai des petits symboles d'épée, si j'en ai, ben boum boum, je fais plus 1, et puis là tout de suite je joue mes cartes combat. Non, pas du tout. Chaque joueur va faire sa phase révélation, ça sera fait. Chaque joueur va placer son jeton en fonction, encore une fois, de ses armées et de ses cartes au moment de la révélation qui avait une épée. On sera tous placés d'une certaine manière, et là on rentre en phase combat. Et là, chaque joueur va pouvoir jouer, s'il le souhaite, une carte combat qu'il aura chopée en intrigue, pour donc forcément jouer sur le pouvoir militaire. Mais on peut aussi ne pas le faire. Je peux avoir une carte combat, c'est à moi de jouer, je suis devant. Ben, je dis non, moi je joue pas de carte combat. Le deuxième joueur non plus. Troisième joueur, lui, si on joue à 3, ah bah si, moi je joue une carte combat, et en faisant ça, paf, il me passe devant. Et ben ça revient à moi, alors que j'ai passé, et là je dis, ah bah non, attends, bah je crame 2 épices et je joue ma carte combat. 5, bon là, je te repasse devant. Donc c'est comme ça que ça marche, les cartes combat. Donc, il faut surveiller les autres, parce que s'ils ont des cartes intrigues, ils ont certainement des cartes combat, et ils vont pouvoir bien booster 3, 5, 7, il faut avoir ça en tête, hein, ça peut monter de 3, 5, 7, alors le 7 c'est uniquement s'il y a une alliance, hein. Donc il faut les connaître quand même ces cartes, moi je conseille de les montrer, les cartes combat en début de partie pour que chacun sache ce qu'on peut nous faire, mais si quelqu'un a une alliance, vous savez que potentiellement il peut même faire plus 7, s'il a la carte, bon, enfin il n'y en a qu'une, il faut encore qu'il ait chopé, plus 5, plus 3. Donc il faut bien comprendre ça. Ce qui est bien c'est qu'on est quand même limité, hein, parce que comme je vous l'ai dit, dès que vous arrivez à 4 cartes intrigues, vous allez vous les faire piquer, donc en général on en a 3 des cartes intrigues, donc ça limite aussi le nombre de cartes comme ça, donc c'est quand même bien foutu. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça marche et c'est sympa parce que, bah voilà, en phase combat, on dit alors tu joues une carte ou intrigue ou pas, en fonction de la position de chacun. Des bonus, parfois, le deuxième bonus vous suffira. Vous êtes ici, l'autre est très loin, il n'a pas de carte intrigue, vous êtes là, tac, dernier est là, pas de carte intrigue, donc il va pas pouvoir en phase de combat remonter, il n'a pas de carte intrigue à jouer. Tout compte fait, le deuxième cadeau vous va très bien, bah, vous jouez pas de vos cartes combat, vous laissez être arrivé deuxième, ça vous va bien. Donc ça, il y a un petit côté stratégique à gérer dans les conflits. Au cours de la partie, pour savoir si vous allez investir dans des zones et pour emmener des soldats ici, parce que c'est important ou pas, en fonction des bonus qui arrivent en fin de manche. Et puis lors de la phase combat, est-ce que vous allez jouer chacun notre tour? Est-ce qu'on joue les cartes? Regarde ce que font l'autre, ce que je fais, où j'en suis, quels sont les cadeaux, et on gère. Donc c'est très bien foutu ce système de combat, entre guillemets. C'est vraiment très bien, et comme je vous l'ai dit, au début de chaque manche, on retourne la carte suivante, donc on voit très bien les cadeaux qu'il va y avoir, donc on peut décider en début de manche si on va s'investir en combat ou pas pour cette manche. Et comme je vous l'ai dit, en fin de phase combat, tous les cubes qu'on aura utilisés, ils retournent dans notre réserve. Et donc là, on a fait la phase combat. La phase des faiseurs, en fait, regardez bien ça. Pourquoi? Parce que c'est là où on va placer des épices dans ces emplacements-là s'il n'y a pas d'ouvriers posés, donc qui n'ont pas été utilisés à cette manche. Donc, faut pas la louper. Celle-là, nous, on l'a loupée 2 fois en début de partie. Alors, on se souvenait où il y avait de la place, donc on les a mis après coup, mais ne loupez pas. Ensuite, eh ben on fait la dernière phase de la manche, on vérifie si la partie prend fin, c'est quoi? Si un joueur est à 10 points ou plus, ou si on a utilisé les 10 cartes, donc ça veut dire qu'on a fait 10 manches. Renvoyez le manta, parce que le manta, celui-là, hein, il vous marche que pour une manche, hein, donc si vous l'aviez pris, vous le remettez là. Chacun récupère évidemment ses agents qu'il a utilisés, et je vous l'ai dit, le jeton premier joueur tourne dans le sens aiguille d'une montre, et il change de propriétaire. Et donc, à la fin de la partie, bah, on va regarder où on est arrivé, et si les 10 manches sont passées ou si un joueur est arrivé là, on va voir les vainqueurs, et on va pouvoir aussi avoir des points de victoire avec les cartes intrigues, comme je vous l'ai dit, en fin de partie, en sachant que vous avez des moyens d'évidemment casser les égalités, c'est avec les ressources, notamment les épices. Alors notamment vous avez une carte intrigue qui vous dit qu'en fin de partie, alors oui c'est les cartes fin de partie en fait, hein, je vous ai dit complot, combat, il suffirait que je regarde fin de partie en bas, vous avez une carte fin de partie qui vous donne 10 épices en fin de partie. Alors vous dites bah la partie est finie, c'est un petit peu stupide, non. Je l'avais pas vu, c'est là pour ça que je regarde. Non, c'est pas stupide, parce qu'en fait, les épices, c'est un moyen de casser les égalités. Donc, si vous gagnez, voilà, c'est celle-là, hein, voilà, départage. Vous pouvez utiliser cette carte soit en combat pour vous faire un petit boost de plus 2 en combat, ou bien en fin de partie pour 10 épices en fin de partie. Bon, bah ça, c'est utile si vous finissez égalité avec un autre joueur, par exemple en première place, vous voyez bien que vous êtes égalité. Bah, si vous avez cette carte-là, vous la jouez à la fin de la partie, bam, vous gagnez 10 épices, et peut-être que vous aurez du coup certainement beaucoup plus d'épices que lui, et les épices, c'est un moyen de casser les égalités au score. Juste un oubli, cette carte-là, on la gagne en se posant ici. Je crois que je vous l'ai pas dit, je crois pas. Vous voyez, boum, je me pose ici, je gagne une carte comme ça.
Voilà, alors je reviens juste sur la fin, sur les pouvoirs. Regardez, vous avez toujours un pouvoir permanent, par exemple celui-là pour Paul Atreides, et vous pouvez regarder la carte du dessus de votre deck à tout moment, ce qui est quand même un super pouvoir. Et discipline, c'est quoi? En fait, on a une carte, chaque joueur là, une carte chevalière, comme ça, et quand on joue la carte chevalière, donc on va pouvoir poser un de nos ouvriers n'importe où ici, donc on ne peut pas la poser sur les guildes, mais n'importe où sur cette zone-là du plateau, et en même temps, on déclenche son pouvoir chevalière. Le pouvoir chevalière, pour Paul Atreides, c'est de tirer une carte en plus. Si je vous les passe très très vite, vous voyez lui, si vous commencez la partie avec ça en plus, et lorsque vous jouez votre chevalière, si vous avez au moins une alliance avec une faction, immédiatement vous prenez un ou deux cubes que vous mettez dans votre garnison. Donc ça, c'est tout à fait bien, mais du coup, si vous jouez ça, vous allez vite monter pour avoir une alliance. Sinon, votre chevalière vous sert strictement à rien. Lui, vous voyez, à chaque fois, vous gagnez une épice. Alors les épices, c'est une ressource qui est quand même très importante. Vous voyez, des bonnes actions là qui font gagner, qui vous permettent de faire des choses bien, pardon, et notamment militaires, mais ça vous coûte de l'épice, et vous voyez l'épice, en plus vous avez besoin d'argent, de toute façon avec cette action là, ça vous permet d'avoir plein de thunes, donc l'épice c'est quand même très bien. Donc là à chaque fois que vous jouez cette carte, bim, une épice, croyez-moi c'est intéressant, et lorsque vous prenez un siège ou au conseil, vous montez de 1, c'est-à-dire que quand vous venez faire cette action là, bim, vous montez tout de suite de 1 sur la piste que vous voulez. Vous voyez le troisième par exemple, lui quand il joue il gagne une thune alors que lui gagne une épice, et lorsque vous payez de l'argent pour un emplacement du plateau, vous pouvez tirer une carte, donc quand vous allez faire une de ces actions là, vous allez pouvoir tirer une carte en plus. Donc évidemment que ça vous oriente, alors je vais pas toutes vous les passer. Là c'est les niveaux 2, comme je vous l'ai dit, vous avez vu il y en a pas mal, et ça c'est les niveaux 3, encore une fois, c'est les différents pouvoirs, j'ai juste montré les niveaux 1, que vous allez certainement utiliser lors de votre première partie. Et petit oubli, regardez, quand on joue à 4 joueurs, on commence tous à 1 point, sinon on commence à 0 point. Bah oui, parce qu'à 4 joueurs c'est plus difficile de monter en points. Voilà, c'était Dune Imperium. Alors Dune Imperium est donc un jeu avec des mécaniques assez classiques, mais c'est bien foutu parce que il y a cette intrication entre vos cartes de deck building qui peuvent être utilisées de deux manières et la pose d'ouvrier, puisque jouer une carte est indispensable. Donc quand vous choisissez vos cartes, bien sûr, ce qui est écrit en bas est important, notamment pour acheter de nouvelles cartes en fin de manche, mais il faut surtout pas perdre de vue le bonus qui vous est apporté quand vous jouez la carte. On fait pas beaucoup d'actions, hein, donc autant les optimiser au maximum. Mais surtout, n'oubliez pas les symboles, parce que c'est eux qui vous autorisent à les poser vos ouvriers. Donc si vous n'avez pas les bons symboles, vous avez peut-être une stratégie en tête, mais si vous n'avez pas les bons symboles, vos ouvriers n'iront pas aux emplacements où vous avez besoin d'aller. Donc il faut bien réfléchir. Donc cette intrication, pas complexe du tout, hein, entre pose ouvrier et carte avec deux usages différents des cartes et bonus, et cette nécessité de bien optimiser ses coûts, amène une sensation de jeu que j'ai trouvé tout à fait sympathique dans une ambiance qui est présente. Ok, je suis pas vraiment en train de regarder le film Dune ou de lire le livre, hein, néanmoins je suis dans une ambiance, ce jeu crée une ambiance, il est pas du tout froid, donc c'est tout à fait sympathique. Les cartes intrigues sont fondamentales. Alors, il y a un petit côté hasard entre guillemets, mais c'est pour ça que je vous dis tout de suite dire deux choses aux nouveaux joueurs. D'abord que les cartes intrigues se ramènent 3, 5, voire 7, mais avec alliance points de combat, parce qu'il faut quand même l'avoir en tête, donc pour voir qui a des cartes intrigues en face de vous. Et puis les cartes conflits, n'oubliez pas de dire qu'à la fin, vous avez quand même beaucoup de cartes conflits qui rapportent 2 points de victoire à celui qui gagnera le conflit. Donc généralement, quand on arrive vers les dernières cartes, si personne n'a atteint 10 points de victoire, le conflit, on va y aller, hein, parce que pour 2 points, c'est énorme, la partie peut se jouer. Donc les conflits, au moins pour les dernières cartes, mais on y va toute la partie, hein, on va y aller. Sur les niveaux 1 et les niveaux 2, on peut se poser des questions parfois. Est-ce que je vais foutre des actions qui m'amènent des troupes ici ou je laisse tomber? Par contre, quand vous avez 2 points de victoire, en règle générale, on se bat pour les 2 points de victoire. Mais voilà, c'est un jeu qui est stratégique, qui est bien sympa, qui est en deck building. Alors moi, j'ai pas bien réussi à construire mon deck, mais d'un autre côté, j'ai réussi à prendre que des cartes bien. Donc au final, quand je prenais mes 5 cartes en main, j'étais toujours content d'avoir ces cartes-là, parce que j'avais toujours plein de choses à faire, parce que je les avais bien choisies. Seul bémol, c'est à un moment, j'ai eu manque de bol, et au niveau des petits symboles, là, j'avais pas tout à fait ce que je voulais pour faire ce que je voulais. Donc ça c'est un peu plus embêtant. Après j'ai une joueuse à table qui a réussi à virer 6 ou 7 cartes de son deck, donc qui a réussi à bien épurer, donc j'ai pas dû faire assez gaffe aux techniques d'épuration de deck, mais j'ai l'autre joueur non plus, hein, qui a pas trop épuré son deck, donc il y a eu un peu un gros deck comme moi en fin de partie. En tout cas c'est un jeu qui m'a bien plu, auquel je vais rejouer, qui est jouable avec beaucoup de monde, parce que c'est facile de prendre en main, mais par contre qui fait quand même réfléchir, donc c'est très sympa. Mais comme les mécaniques sont pas très compliquées, les actions il n'y en a pas 150 000, et des choses sur lesquelles vous orientez il n'y en a pas 300 non plus, et ben du coup c'est assez facile d'avoir bien en tête tout ce que vous pouvez faire, et ça pour des nouveaux joueurs c'est bien, hein. Des jeux complexes comme Mars de la Cerda, vous avez plein de trucs à mettre ensemble, bon un nouveau joueur sera perdu avec ce jeu, pas du tout je vous ai pris 2 extrêmes hein, volontairement, mais en même temps c'est quand même très sympa, stratégique, etc. Donc j'ai vraiment bien aimé, c'est un jeu que je vous conseille, donc c'est
Dune, hop, que voilà. Dune Imperium, et j'oublie toujours de vous citer les auteurs, et c'est pas bien du tout, parce que, et c'est Lucky Duck Games, je crois, qui nous amène ça en français, si je dis pas de bêtises, je ne vois pas le symbole sur la boîte, je sais pas pourquoi, enfin bref. Voilà, donc c'était Dune Imperium, je vous le conseille, bon jeu.